dans ce sens-là. C'est un peu plus simple de le faire dans ce sens-là et je vais, garder pour la fin, ribosome et mitochondrie. Je vais pas les placer dans un premier temps, donc on va placer tous les autres. Donc si je vous demande, de classer du plus petit au plus grand, bah, les objets que vous voyez dont vous voyez la liste, bien sûr, vous me citez en premier quel est le plus grand. Son cœur. Je peux voir un déferlement, de messages sur mon chat. Je me croire hyper populaire. Oui, alors l'univers observable, il est déjà positionné, je vous demande de positionner ceux qui sont, dans la liste, à classer. Que l'univers Bah, observable, ouais, il est le cheveu, non? bah, ouais, hein, tout simplement le cheveu, hein. Donc le cheveu, c'est assez pratique, parce que vous avez en permanence sur vous un objet, qui est, assez petit, mais dont vous pouvez à peu près connaître la taille. Donc un cheveu en moyenne, son diamètre, c'est une centaine de microns. Alors bien sûr, ce que je vais évoquer là, c'est des valeurs moyennes, hein, donc d'un individu à l'autre, évidemment, le diamètre d'un cheveu varie, donc les cheveux plus ou moins fins, mais en moyenne, l'ordre de grandeur, de diamètre d'un cheveu, c'est une centaine de microns. Autrement dit, si vous prenez ce cheveu et que vous le mettez sur une règle, vous devriez obtenir à peu près 1/10 de millimètre. Donc vous pouvez mettre, 10 cheveux les uns derrière les autres pour obtenir à peu près 1 millimètre. Donc c'est assez intéressant dans la vie courante, hein. Vous avez en permanence sur vous, cette espèce, d'étalon pour, avoir un ordre de grandeur de la centaine de microns. Donc OK pour le cheveu. Ensuite, si on descend, qu'est-ce qu'on devrait voir? Si on va un peu plus petit encore, donc 10 fois plus petit, autour de la dizaine de microns. Ouais, la cellule eucaryote, hein, très bien. Donc effectivement, là, on sera, sur les cellules eucaryotes et si on continue, à descendre, on devrait arriver plutôt dans l'ordre de grandeur. Donc quelque chose de simple, hein, que vous devez tous jongler avec ça, de manière, assez simple. Si je descends, en fait, plus petit qu'une cellule eucaryote. Pas une protéine et pas une petite molécule. Attention, dans ces cas-là, regardez la liste, regardez bien ce qu'il y a dans la liste. Hop, je vois bactéries. Une bactérie, c'est composé de quoi? Une bactérie, bah, c'est composé de molécules, c'est composé de protéines, hein, donc on est, sur quelque chose donc qui est déjà beaucoup plus gros qu'une simple molécule, une bactérie. Donc c'est, la bactérie qui, une structure, qui est donc, qui a une taille à environ en moyenne 10 fois plus petite qu'une cellule eucaryote, autour du micron, de quelques microns. Si je continue à descendre du coup, ouais, je vais aller vers les virus. Les virus, de la même manière, hein, ils sont composés eux-mêmes de molécules, et notamment certaines, c'est des macromolécules comme des protéines. Donc, je vais avoir les virus, qui sont donc autour d'une centaine de microns. Là, maintenant, si je descends en dessous du virus, je vais arriver alors je redis, hein, mitochondries et ribosomes, vous les gardez pour plus tard. Alors des petites molécules, vous êtes sûr? C'est-à-dire que vous me parlez pas des protéines, c'est quoi pour vous alors, du coup? Ouais, les protéines, c'est des grosses molécules, hein, ce qu'on appelle les macromolécules du vivant. Donc c'est, des molécules qui sont composées, de plusieurs centaines d'acides aminés et les acides aminés sont eux-mêmes composés de, plusieurs, de plusieurs dizaines d'atomes. Donc on est sur les protéines plutôt. Ensuite, les petites molécules. Donc, petites molécules, hein, c'est, des molécules qui sont composées, environ de quelques dizaines d'atomes. Hein, les protéines, c'est un assemblage d'acides aminés et il y en a plusieurs, hein, il y en a, plusieurs centaines. Donc, les protéines, vous voyez, on est autour, de 10 nanomètres et les petites molécules autour, du nanomètre. Donc là, c'est des ordres de grandeur, pour, ces principaux objets. Bien sûr, hein, ces choses-là, vous devez vous en rappeler parce que, bah, il y a des bactéries, qui peuvent pénétrer des cellules eucaryotes, il y a des virus qui peuvent rentrer dans des bactéries, il existe des virus de bactéries. Donc les virus sont forcément plus petits que les bactéries plus petites que les cellules animales. Les protéines et les petites molécules composent, ces structures, donc ils ne peuvent pas être plus grandes. Ensuite, donc je vous ai dit, on se gardait pour la fin, mitochondries et ribosomes, on va voir pourquoi. Donc, les mitochondries, vous avez dû entendre parler de la théorie endosymbiotique, qui dit que, eh bien, les mitochondries ont pour origine, en fait, des bactéries qui auraient pénétré une cellule eucaryote. Les mitochondries, du coup, si on prend ça comme référence, ben, doivent être de l'ordre, du coup, de grandeur des bactéries
Et effectivement, les mitochondries les plus petites, elles auront un ordre de grandeur de quelques micromètres. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que les mitochondries, souvent, on les représente comme ceci, alors que les mitochondries, en fait, souvent, elles existent en forme de réseau. C'est-à-dire, il faut imaginer cette structure-là, mais fusionnée à plusieurs autres. Les mitochondries, en fait, dans une cellule, elles se présentent sous forme de réseau mitochondrial et on peut monter, du coup, à des tailles beaucoup plus grandes. Ces longs filaments de mitochondries, donc ces tubes de mitochondries, peuvent avoir plusieurs dizaines de micromètres de long à l'intérieur des cellules. Les mitochondries, hein, elles sont dans les cellules eucaryotes, hein, elles ne sont pas dans les bactéries. Donc là, l'ordre de grandeur en fait, du coup, de ces mitochondries est bien au-delà du micromètre, ça peut monter à plusieurs dizaines de micromètres, puisque ces mitochondries sont présentes en fait sous forme de réseau, comme c'est représenté ici sur le schéma. Donc ça, c'est pour les mitochondries. Deuxième, c'est les ribosomes, que je n'ai pas évoqué dans un premier temps. Les ribosomes, à votre avis, c'est au moins aussi grand que quoi? Moins. Bon, ou alors je vous pose la question différemment, c'est composé de quoi un ribosome? Alors, composé de quoi? Vous devriez le savoir, ça. Là, c'est composé de sucre, c'est des molécules soufrées, c'est non, ça ne dit rien à personne. Oh non! Non, c'est pas des liposomes, hein, c'est des ribosomes dont je parle. Alors effectivement, des liposomes, ça serait des lipides. Là, je parle de ribosomes. Les ribosomes qui servent lors de la traduction des protéines. Vous savez, c'est l'endroit où vous allez retrouver l'activité peptidyltransférase qui permet de synthétiser une chaîne polypeptidique. Et donc, le ribosome, il a l'interface entre l'ARN messager et le peptide en construction, en cours de synthèse. Donc, ça va synthétiser la fameuse séquence primaire des protéines, l'assemblage des acides aminés. Donc, le ribosome, n'oubliez pas, c'est une structure qu'on appelle riboprotéique, c'est-à-dire qu'elle est composée à la fois d'acides ribonucléiques, qui sont des ARN, et des protéines. Donc, les ribosomes, pas forcément plus grands que les protéines, puisque c'est plusieurs protéines et plusieurs ARN regroupés. Donc, c'est la structure qui est mentionnée ici. Vous voyez, en fait, en jaune, vous avez ce qu'on appelle la grande sous-unité du ribosome, alors chez les eucaryotes. Et ici, la petite sous-unité du ribosomal. En rouge sont représentés les ARN ribosomaux qui viennent s'associer à ces protéines pour former globalement ce qu'on appelle le ribosome. Donc, n'oubliez pas que ce ribosome est très important. C'est à cet endroit, au niveau du ribosome, qu'a lieu la synthèse des protéines. Donc, une structure très très importante dans la cellule. Donc, le ribosome sera forcément plus grand qu'une protéine, puisque lui-même composé de plusieurs protéines et d'acides nucléiques, sont les ARN ribosomaux. Vous voyez, on tourne autour d'une vingtaine, une trentaine de nanomètres. Donc ça, c'est vraiment le minimum du minimum à avoir en tête. Vous devez être capable de jongler avec ces ordres de grandeur, ces différentes structures. Bien sûr, vous avez appris que la vie, c'est un peu plus compliqué que tout ça, et que ce que je vous présente ici, c'est des grandeurs moyennes, valeurs moyennes, ces grandeurs, pardon, des valeurs moyennes de taille de ces différentes structures. Et ici, je vous resitue un peu les choses. Si on prend les cellules eucaryotes, donc on a dit que c'était de l'ordre du micron, de quelques dizaines de microns, bah, bien sûr, il existe des cellules qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grandes. Et ben, par exemple, l'ovocyte de Xénope, qui est un des joujoux préférés des développementalistes, puisque c'est une cellule qui, vous voyez, est visible à l'œil nu. Un ovocyte de Xénope, ça mesure 1,2 mm à peu près, en moyenne. Donc c'est beaucoup plus gros. Vous voyez, les cellules eucaryotes, en fait, elles peuvent être beaucoup plus grosses que cette dizaine de microns. Autre exemple que vous connaissez tous, bah, c'est les neurones. Il y en a qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands que cette dizaine de microns, puisque vous avez des neurones qui mesurent plus d'1 mètre. Pensez aux neurones qui sont dans votre moelle épinière ou autour de votre moelle épinière et qui vont innerver l'extrémité du pied ou la jambe. Donc, vous avez des neurones qui font des prolongements qu'on appelle par exemple des axones. On retrouve dans les nerfs. Les nerfs, c'est juste des assemblages d'axones, des regroupements d'axones, pardon. C'est un espèce de câblage. Tous les câbles des axones sont regroupés dans un tube qu'on appelle le nerf. Dans ces nerfs, vous avez les prolongements de ces neurones et ça appartient aux neurones, donc ça fait partie de la cellule. Et donc, du coup, ces cellules, elles sont très 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 longues. Elles mesurent plus d'1 mètre.
De la même manière, bah, les virus, vous en avez, on a dit à peu près en moyenne 600 nanomètres, mais il en existe des beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands. Par exemple, les mimivirus et les mamavirus qui font, plusieurs centaines de nanomètres. Ah bah, vous faites, comme vous voulez, hein, mais, le ouais, enfin, ceux qui peuvent pas faire autrement, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Donc, sur, sur ces mimivirus, alors vous connaissez la personne qui a travaillé et qui les a découverts parce que c'est, monsieur Didier Raoult, en fait, qui a mis en évidence et qui a travaillé sur ces mimivirus. Donc c'est bien monsieur Chloroquine. Il existe aussi les pandoravirus, hein, qui sont encore bien plus gros, vous voyez, de l'ordre de 1 micromètre. Et pareil pour les bactéries, donc les bactéries, qui sont de l'ordre de 1 micron, en général, et ben, vous en avez des géantes, des Margarita, namibiensis, qui, vous voyez, fait, environ 750 micromètres. Donc, ce que je vous ai donné avant, c'est des valeurs moyennes, mais bien sûr, il faut toujours avoir, l'esprit ouvert. Il y a des, extrêmes dans ces tailles, suivant, bah, du coup, l'objet, qu'on étudie, hein. Dans chaque catégorie, vous voyez qu'on peut, avoir des objets beaucoup plus bien sûr, je ne vous parle pas des beaucoup plus petits, c'est encore un cas un peu particulier, mais, on y passerait des heures. Dans, cette deuxième question, on va pareil essayer, d'insister lourdement sur une notion que vous devez maintenant avoir en tête en permanence et qui doit vous servir, dans la vie courante aussi. C'est, les longueurs d'onde des lumières, du spectre visible. Alors on insiste là-dessus parce que vous allez, travailler avec, des fluorophores qui vont émettre, des lumières, dans certaines longueurs d'onde. Il faut avoir, une idée des gammes de ces lumières. Alors ça, c'est le tableau, que vous avez, à compléter. Je mets directement le suivant, c'est voilà, c'est la même chose mais rempli. Donc, ce que vous devez connaître. Alors, je vous ai mis ce petit, schéma en dessous qui vous donne des valeurs beaucoup plus faciles à retenir que toutes ces valeurs-là. Mais vous verrez, elles sont assez proches, mais vous pouvez retenir ces valeurs-là et entre nous, ça sera jamais faux. Donc c'est des valeurs, approximatives, mais qui sont beaucoup plus faciles à retenir. Donc grosso modo, le spectre visible de la lumière est entre 400 nanomètres et 750 nanomètres. Donc lumière qui a une longueur d'onde de 400 nanomètres, entre 400 nanomètres et 750 nanomètres, c'est ce qu'on appelle le spectre visible de la lumière. Donc les lumières qui ont, une longueur d'onde inférieure, c'est ce qu'on appelle, les lumières, juste inférieures, c'est les lumières ultraviolets, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et puis après, vous voyez, quand on rentre dans le spectre visible, de 400 à 450, c'est du violet. Ensuite, on a du bleu de 450 à 500, grosso modo. De 500 à 550, on a du vert. De 550 à 600, on a du jaune. De 600 à 650, on a du rouge. Enfin, de 650 à ouais, 750 à peu près, on a ce qu'on appelle du rouge profond. Donc ça, c'est une couleur un peu particulière, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une partie de la population qui est capable de le voir. C'est une minorité d'entre nous qui sommes capables de le voir, ce rouge. Mais en général, on va utiliser des caméras qui nous permettront de le visualiser, pour ceux qui n'arrivent pas à le voir au microscope. Enfin, au-dessus, bien sûr, vous avez de 750 nanomètres, vous avez ce qu'on appelle l'infrarouge, qui est cette lumière que vous émettez tous en permanence de par la chaleur que vous émettez et que vous avez vu dans de multiples films visualisés grâce à des caméras ou grâce à des lunettes infrarouges, donc qui permettent de visualiser cette lumière infrarouge et qui permet par exemple de détecter la présence de personnes. Alors, comment c'est si on la voit? Malheureusement, vous le saurez que si vous allez dans un laboratoire et que vous faites une expérience avec un fluorochrome qui émet dans le rouge profond. Moi, c'est le moyen le plus simple que je connaisse. Il y a peut-être d'autres techniques. Donc si jamais un jour vous êtes dans un laboratoire de recherche et que il y a un microscope et qu'il y a eu un marquage fluorescent qui a été fait avec un fluorophore qui émet dans le rouge profond, ouais, vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, c'est très impressionnant parce qu'il y a des gens qui se mettent aux oculaires du microscope et qui voient directement ce rouge dans les oculaires. La personne d'après, elle va regarder, elle va dire mais non, je vois rien, je vois aucun marquage. Alors que, bah, en fait, si vous regardez après l'image grâce à la caméra qui vous transmet une image sur un écran d'ordinateur, là vous le verrez parce que la caméra, elle, est capable de le détecter. Ouais, donc comme ça, dans la vie courante, je ne sais pas s'il y a un moyen de le savoir, s'il y a un objet qui est en rouge profond dans la vie courante. Je sais pas, c'est une bonne question, ça, j'essaie de regarder ça. Mais pour l'instant, à part au labo, ouais, j'ai pas mieux. Donc voilà pour ce que vous devez connaître absolument. Alors ça, c'est des choses hein, vraiment importantes même dans la vie courante, hein. Vous savez, vous en avez déjà entendu parler. Par exemple, vous préférez des ampoules LED avec des lumières qui sont plutôt dans le rouge orangé pour les ambiances de chambre à coucher, que c'est des lumières qui sont. Ah bah tiens, elles sont comment en termes énergétiques? Les lumières rouges par rapport aux lumières bleues, par exemple.
en termes énergétiques? Qui est le plus énergétique? Ouais, le bleu, hein. L'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc, plus la longueur d'onde est élevée, au moins l'énergie liée à cette lumière est élevée. Donc, au plus la longueur d'onde est élevée, au moins l'énergie est élevée. Donc, effectivement, une lumière rouge orangée, c'est ce qu'on vous allez privilégier dans les chambres à coucher parce que justement, ça va pas stimuler votre réveil, ça va vous amener vers le sommeil. Pas violent pour votre système visuel. Alors qu'au contraire, les lumières bleues, les lumières très bleues, les ampoules très bleues, bah, vous allez, c'est des lumières très énergétiques. Vous privilégierez ce genre de d'ambiance lumineuse dans des espaces de travail. Alors, ensuite, donc une petite série de questions. Ah ouais, alors c'est marrant ça. Hem, exact, alors ça peut être une première question, ça peut être une première explication, c'est-à-dire que ça nécessite moins d'énergie, des éclairages de secours. Ce qu'il y a aussi, c'est les lumières que vous avez dans les tunnels, par exemple, quand vous êtes dans un tunnel et qu'il y a des lumières qui sont, orangées, les lumières sont plutôt orangées. Vous voyez que c'est des lumières qui suffisent pour éclairer, le tunnel, mais effectivement qui sont beaucoup moins, coûteuses en énergie que, des lumières qui seraient beaucoup plus bleues, quoi. Donc c'est des éclairages entre guillemets, quand vous mettez, des lumières plutôt rouges ou des lumières plutôt orangées, c'est des choses beaucoup, moins, énergétiques. Après, faites attention, il y a 2 choses, hein, il y a rouge et rouge. Rouge, ça peut être juste, tout ce qui est de secours, lié au secours, et aux éclairages, liés au système de sécurité. C'est aussi juste, la lumière rouge, c'est quelque chose de très, est associé au risque et au danger. Donc, c'est aussi pour ça que tout ce qui est rouge, en général, est dans ce genre de configuration. Mais, dans tous les cas, effectivement, une lumière rouge, une lumière orangée, une lumière rouge sont des lumières qui travaillent avec beaucoup, beaucoup moins d'énergie et qui mettent beaucoup moins d'énergie. Donc, pour, maintenant donc ça accompagne, le cours. C'est vraiment des questions de cours. Donc si vous avez appris votre cours, c'est des choses très, très simples. Donc on vous dit: «Un objet n'est observable que par la lumière qui en émane». Donc, cette lumière donc, qui émane d'un objet, elle est générée donc par 2 phénomènes. Donc vous avez une lampe qui éclaire un objet et vous allez pouvoir, observer, de la lumière qui émane de cet objet et donc on dira que cette lumière, elle est un 1 ou un 1. Alors là, on va parler surtout, en fait, des objets qu'on va regarder nous en microscopie, bien sûr. Vous avez au moins un des 2 termes? Personne a au moins un des termes? Ah, c'est une bonne question, j'ai pas regardé le coronavirus. J'ai pas regardé le coronavirus, c'est une très bonne question. Heu, dans ma tête, c'est une centaine de nanomètres aussi, c'est pas un particulièrement grand, mais c'est à vérifier. Ouais, c'est une bonne question. Il faut vérifier ça, mais pour moi, il a pas une taille, particulièrement grande. Faut que je regarde. Oui, alors les photons, c'est la partie, c'est une comment dire? C'est, le corpuscule qui compose en fait la lumière. La lumière a une nature ondulatoire et une nature corpusculaire et on parle des photons. Mais, c'est pas vraiment ce que je vous demande. La lumière, enfin le photon, c'est ce qui entre guillemets «compose» de manière, corpusculaire, de manière physique, la lumière. Mais c'est pas, la lumière qui est générée, qui est émise par un objet. La lumière que vous allez voir et qui vient d'un objet, en fait, cette lumière est soit transmise, par exemple, elle a traversé votre échantillon. Je me situe en microscopie, hein. Donc vous avez une lampe qui éclaire votre échantillon, donc la lame où vous avez votre échantillon, votre coupe de tissu par exemple. Donc cette lumière, elle va traverser l'objet, donc on parlera de lumière transmise. Donc c'est la lumière qui est transmise par votre échantillon. Et éclairer l'objet, et l'objet vous envoie une lumière issue de l'éclairage initial. Donc ça, c'est une transmission de l'échantillon. Et effectivement, l'autre, c'est l'émission, c'est-à-dire que vous allez travailler avec des objets qui contiendront des fluorophores, c'est-à-dire des molécules qui sont capables d'émettre de la fluorescence. C'est-à-dire que nous, dans les cellules avec lesquelles on va travailler, les objets qu'on va regarder au microscope, on les aura traités avec des fluorochromes. On aura rajouté des fluorochromes, c'est-à-dire des molécules fluorescentes. Et ces molécules fluorescentes, si vous les excitez avec une lumière, vont être capables d'émettre cette lumière fluorescente. Donc un fluorophore, une molécule fluorescente, c'est une molécule que vous excitez avec une certaine lumière, qui va être capable d'émettre elle-même une autre lumière. Donc on a une émission de lumière par ces fluorophores. Ça, c'est vraiment, vous regardez en lumière blanche un objet, c'est essentiellement de la transmission.
ce que les images que vous verrez de microscopie à fluorescence, bah, ça sera de l'émission de ces fluorophores, c'est-à-dire des molécules qui peuvent émettre de la fluorescence. Ensuite, une question vraiment, alors là, vous l'avez déjà vu au collège, je pense. L'agrandissement total d'un microscope, c'est le produit du grossissement et de celui de. Le produit de quoi et de quoi? On a un microscope qui nous permet de définir le grossissement, le produit du grossissement de deux éléments, très important. Ouais, l'objectif, là, et de quoi d'autre? Alors, objectif ici, et il y a cette autre structure aussi, qui a un grossissement propre. Alors, c'est pas la loupe, c'est l'oculaire. Ouais, l'oculaire. Donc, l'oculaire ici a un grossissement, donc en général, c'est du x10, du x5 aussi, mais souvent c'est du x10. Et ici, vous avez des objectifs qui ont aussi leur propre grossissement. Et donc là, ça oscille entre du x2, du x5, du x10, du x20, du x40, du x100, du x63. Ça dépend, il y a plusieurs valeurs possibles. Mais grosso modo, les valeurs possibles de grossissement des objectifs, c'est soit souvent 2, 5, 10, 40, 63 et 100. C'est vraiment les objectifs les plus classiques. Donc, pour avoir le grossissement de votre objet au final, il faut multiplier le grossissement de l'oculaire, le grossissement de l'objectif. Et grosso modo, cette valeur ne peut pas dépasser, en microscopie optique, voilà, 1000, exactement. Elle ne dépasse pas 1000 en microscopie optique. Ensuite, on va parler de la structure qui est sous la platine ici. Donc, vous avez votre objet qui est ici. Et sous la platine qui est ici en noir, vous avez un autre objet qui est juste en dessous, qui est entre la source de lumière et l'objet, et qui va vous permettre de faire une certaine chose. Donc, cet objet, c'est le condenseur. Et il va faire quoi sur la lumière? Ah ouais, il va recentrer d'une certaine manière, ouais, il va concentrer en fait. Il va servir à concentrer la lumière sur votre objet. Donc il va permettre de concentrer la lumière sur l'objet. Donc le condenseur, qui est un trajet optique entre la source de lumière et votre objet, va servir à concentrer la lumière sur votre objet. Et il est effectivement muni d'un diaphragme. Ensuite, on va s'intéresser donc à la méthode de contraste de phase. Alors, vous l'avez déjà vu en cours, là je vous ai remis le schéma du cours. Mais grosso modo, je vais en fait commencer par la fin. À quoi ça sert en fait le contraste de phase? C'est quand vous avez un objet, par exemple des cellules en culture, vous avez un objet qui est transparent, qui n'est pas coloré, donc qui n'émet pas n'a pas de lumière, de couleur particulière, qui n'a pas de colorant particulier. Donc vous avez un objet qui est quasiment transparent. Il faut que vous arriviez quand même à voir les limites de cet objet. Alors si on prend ici, là, vous voyez le spécimen, donc c'est l'objet qu'on est en train d'étudier. Vous avez ici une cellule. Une cellule, vous savez qu'elle est composée d'une membrane. Vous voyez que ici, la membrane plasmique, le contenu en cytoplasme est réduit, donc les deux membranes plasmiques sont assez proches. Ici, vous pouvez imaginer qu'il y a le noyau, qu'il peut y avoir des granules dans les cellules, du réticulum endoplasmique, enfin plein de choses. Donc, grosso modo, cette cellule, si vous ne lui faites aucun marquage, elle est plutôt transparente. Pourtant, elle contient différents éléments, cette cellule. Et la lumière, dans ces différents éléments, elle ne passe pas de la même manière. Ces structures n'ont pas le même euh, indice euh, de, euh, de réfraction, pardon, de la lumière. Et, donc, pour essayer de mettre en évidence ça et de faire en sorte que l'objet n'apparaisse pas comme transparent, c'est-à-dire clair partout, mais que vous arriviez à montrer des endroits plus sombres que d'autres, il va falloir en fait que vous arriviez à traduire ces modifications d'indice de réfraction en modification d'intensité dans l'image que vous créez. Donc, il va falloir transformer ces modifications d'indice de réfraction suivant l'endroit où vous êtes dans la cellule. Le cytoplasme n'aura pas le même indice de réfraction que l'enveloppe nucléaire ou que la membrane plasmique. Donc, il va falloir traduire ça en différence d'intensité pour que vous voyez une image avec des endroits plus sombres ou plus clairs, et non pas quelque chose d'entièrement clair. Donc, ce qui vous permet de faire ça, c'est la méthode de contraste de phase, qui va nécessiter ici, dans un premier temps, un condenseur annulaire, ou alors on a le mot anneau dans votre cours. Grosso modo, c'est un condenseur annulaire, ici,
vous voyez, va générer différents trajets optiques. Et ici, vous allez avoir une plaque de phase. Et grosso modo, l'objectif de ces deux structures, ça va être de traduire ici, euh, bien en termes d'intensité différente, l'indice de réfraction différent des structures. Ces deux structures vont permettre aux rayons qui ont traversé des structures d'indice de réfraction différents, bien d'émettre une lumière au final qui aura des intensités différentes. Ça, c'est l'objectif de cette méthode de contraste de phase, qui donc, une fois de plus, est utilisée lorsque vous avez un échantillon transparent ou incolore. Et vous verrez que c'est quelque chose d'assez classique si vous allez dans un laboratoire de biologie cellulaire, quand vous observez les cellules comme ça qui sont en culture, les cellules en culture, il n'y a pas de marqueur particulier, il n'y a pas de marquage. Donc, pour pas juste voir quelque chose de très 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 éclairé avec transparent, vous utilisez ce contraste de phase qui vous permet de mettre en évidence, par exemple, une bordure de la cellule, et vous voyez même un peu le noyau et quelques granules dans la cellule. Alors, on va s'intéresser maintenant au pouvoir résolutif d'un microscope ou d'un objectif. Alors ça, c'est quelque chose de très important parce que vous entendez souvent parler de la résolution d'une image. Là, on parle de la résolution du microscope, enfin du pouvoir résolutif du microscope ou de l'objectif. On ne parle pas de l'image, mais le principe est le même pour une image. Donc, nous, le pouvoir résolutif d'un microscope ou d'un objectif, ben, ça sera distance minimale entre deux points d'un objet qui permet de séparer ces deux points dans une image. Donc, les séparer, en fait, ça veut dire on dit aussi les résoudre. Donc, grosso modo, cette distance minimale, au plus elle est petite, au plus le pouvoir résolutif est grand. Si votre résolution elle n'est pas adaptée aux deux objets que vous voulez observer, eh bien vous verrez un seul objet. Donc ce pouvoir résolutif est important, hein, à prendre en compte, parce que suivant ce que vous voulez observer, il faut que ce pouvoir résolutif soit adapté à la distance que vous êtes censé avoir entre vos deux objets. Donc, pouvoir résolutif, hein, donc là j'ai remis pour faire simple, j'ai remis la définition du cours, donc distance minimale entre deux points d'un objet, permettant de séparer ces deux points dans une image. Autre notion du cours, c'est l'ouverture numérique d'un objectif. Alors, l'ouverture numérique, en anglais, on appelle ça la numerical aperture, donc NA, au lieu de ON. Donc, l'ouverture numérique, c'est la même chose que NA, c'est-à-dire numerical aperture. Qu'est-ce que c'est que l'ouverture numérique, littéralement? C'est la capacité d'un objectif à capter un maximum de rayons de lumière provenant d'un échantillon après son illumination. Donc là, vous avez un objectif, vous avez ici un objet, une lumière qui a traversé cet objet. Vous voyez que l'objectif, il récolte de la lumière qui émane de cet objet. Donc, au plus ici, ça sera grand, au plus ça pourra capter de la lumière. Alors, bien sûr, il y a une définition un peu plus mathématique. Donc, bien sûr, on vous dit que c'est l'un des paramètres les plus importants avec la capacité d'agrandissement pour juger de la qualité d'un objectif. Alors, comment mathématiquement on définit ça? Eh bien, cette ouverture numérique est égale à l'indice de réfraction, petit n, du milieu d'observation. En l'occurrence, là, ils sont tellement éloignés que c'est certainement de l'air. Donc, l'indice de réfraction du milieu qu'il y a ici, le milieu d'observation, multiplié par le sinus de mu. Mu, c'est l'angle entre l'axe optique, le rayon le plus écarté de cet axe optique qui entre dans la lentille. Alors, ça peut sembler un peu compliqué dit comme ça, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, mu, c'est l'angle entre l'axe optique, le rayon le plus écarté de l'axe optique qui entre dans la lentille. Donc, c'est quoi? Donc, ici, l'axe optique, c'est ce trait noir. Ça, c'est l'axe optique, donc perpendiculaire à votre spécimen, à votre échantillon. Donc, ça, c'est l'axe optique. Et le rayon le plus éloigné de l'axe optique qui rentre dans l'objectif, bah, vous voyez que c'est celui-là. C'est celui qui est en périphérie. Là. Donc, l'angle qui est entre les deux, on appelle mu, c'est lui qu'on va utiliser pour calculer cette ouverture numérique. Vous voyez, on l'appelle aussi le demi-angle d'ouverture. Bah, pourquoi demi-angle? Vous voyez, parce que c'est entre l'axe optique et cette région la plus périphérique.
l'angle entier, il serait là. Donc c'est bien le demi-angle de l'ouverture. L'ouverture totale, ça serait tout ça. Et là, vous avez le demi-angle d'ouverture, donc entre l'axe optique et ici, le rayon le plus éloigné de cet axe optique qui rentre dans l'objectif. Ce schéma, il est un petit peu, il induit un tout petit peu en erreur. Que vous voyez ici, vous avez mu en A qui est à 7 degrés, en B qui est à 20 et à 60 ici. Or, quand vous regardez la figure, vous avez l'impression que celui-là, il est plus petit que celui-là. En fait, ça n'a pas été mesuré à la même distance ici sur l'axe optique. En fait, ici, vous avez un angle mu beaucoup plus grand que ici. Donc, vous aurez une ouverture numérique qui sera plus grande. Grosso modo, cet objectif-là collecte plus de lumière venant de l'objet que celui-là. Alors vous allez me dire, oui, mais en fait, celui-là, il est plus près, c'est normal, et celui-là, il est plus loin. Oui, mais alors imaginez que en fait, là, vous avez fait la mise au point, et la mise au point avec cet objectif, elle se fait à cette distance-là. La mise au point avec cet objectif, elle se fait à cette distance-là. C'est deux objectifs différents. Il y en a un, il faut qu'il soit à cette distance-là pour que l'image soit nette, et celui-là, elle doit être à cette distance-là. Celui-là, du coup, récolte beaucoup plus de lumière que celui-là. Donc ça, c'est l'ouverture numérique. Ensuite, on vous demandait donc de quel paramètre dépend la diffraction de la lumière. Alors là, je vais vous mettre, j'avais mis juste ça, mais en fait, je vais vous remettre la dia du cours parce que c'est plus simple. Donc, la diffraction de la lumière, je vous rappelle, quand vous avez un rayon lumineux là, qui va passer à travers cette ouverture, eh bien, ce rayon lumineux, en général, n'a pas la taille exacte de l'ouverture. Et dès que la lumière, en fait, se retrouve face à un orifice, va être diffractée. C'est-à-dire que l'image ici que vous allez obtenir, vous voyez, elle va fluctuer en fonction de cette ouverture, de l'épaisseur ici, ou la largeur du rayon initial. Et ça va dépendre aussi de la longueur d'onde de votre lumière. Donc, la diffraction va dépendre de la largeur du rayon lumineux. Donc, c'est ça. Ici, vous voyez que le rayon lumineux a la même taille que l'orifice, donc il passe tel quel, il n'y a pas de diffraction. La taille de l'orifice, donc ici l'ouverture, si elle est plus ou moins petite, ici elle était grande, là on l'a réduite, donc du coup ça passe plus entièrement. La longueur d'onde de la lumière, symbolisée ici par mu. Donc ça va engendrer ce fameux motif de diffraction, image de diffraction, que vous allez observer, et donc là qui était symbolisé par des anneaux sombres ou clairs que vous observez. Vous voyez que ça dépend en fait de la longueur d'onde. Vous voyez que ici, la distance entre ces anneaux clairs et sombres va dépendre de la longueur d'onde que vous allez avoir, de l'ouverture, de la largeur du rayon. Donc là, je suis encore vraiment sur le cours, des choses que je pense que vous avez vues hier ou la semaine dernière. Donc, retenez bien l'importance de ces trois paramètres dans la diffraction de la lumière. On en vient à la dernière partie en fait de ce TD. Maintenant, tout va être orienté sur les fluorochromes et ce qu'il aurait associé, c'est-à-dire le diagramme de Stokes que vous avez vu, je pense, ce jeudi. Alors, le diagramme de Stokes, c'est quoi pour un fluorochrome? C'est son spectre d'absorption et son spectre d'émission. Alors, c'est-à-dire qu'on représente sur un graphique, en fonction de la longueur d'onde, l'intensité de la fluorescence. Donc, on a un graphique qui représente, en fonction de la longueur d'onde, l'intensité de fluorescence. L'absorption, on a affaire à des fluorochromes. Donc, un fluorochrome, donc une molécule qui peut fluorescer, eh bien, va pouvoir absorber de la lumière. Et donc, vous voyez que celui-ci, là, le fluorochrome qu'on étudie là, la fluorescéine, peut absorber une lumière qui a cette valeur-là. Alors là, on va dire que c'est 400 nanomètres, 150, mais qui a un maximum d'absorption. On appelle le pic d'absorption, à 495 nanomètres. Donc, elle absorbe cette lumière. Par définition, c'est un fluorochrome. Ça peut émettre de la fluorescence. Donc, il va y avoir aussi une émission de lumière. Cette émission de lumière bien, va être dans une certaine gamme de longueurs d'onde. Donc, il n'y a pas une seule longueur d'onde qui est émise. Il y a plusieurs longueurs d'onde qui sont émises. Donc, vous voyez, à 500, 510, 515. Et vous avez un pic là d'émission à 520 nanomètres.
mais ça émet aussi à 530, 540, 560, jusqu'à peut-être 600 nanomètres. Ce qui va nous intéresser, nous particulièrement, c'est ce maximum d'absorption et ce maximum d'émission. Autrement dit, de manière optimale, quelle est la longueur d'onde qu'il absorbe, ce fluorochrome, et surtout, quelle est l'intensité maximale de sa fluorescence. Et bien ici, c'est à 520 nanomètres. Il émettra principalement une lumière à 520 nanomètres. La différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle le déplacement de Stokes, donc le Stokes shift, donc la différence entre les deux. Et comme on l'a dit tout à l'heure, plus la longueur d'onde est élevée, au moins l'énergie est importante. Ça veut donc dire qu'ici, il y a eu une perte d'énergie. Autrement dit, quand un fluorophore est excité avec une certaine énergie, il ne va pas réémettre la même quantité d'énergie. Il émet moins d'énergie. Autrement dit, il émet une lumière qui aura une longueur d'onde plus grande que celle avec laquelle il a été excité. Quand vous avez un diagramme de Stokes, vous savez tout le temps que le spectre de gauche est celui d'absorption et le spectre de droite est celui d'émission. Et encore plus clairement, le spectre qui a un maximum à gauche, ça sera le spectre d'absorption. Le spectre qui a un maximum à droite, donc c'est-à-dire les longueurs d'onde les plus grandes, sera celui d'émission. Alors, pourquoi parler de ça? Pourquoi c'est intéressant, nous, biologistes, qui voulons faire juste des marquages de structures cellulaires? Ouais, vous suivez? Vous êtes perdu? Vous n'êtes plus là? Déjà parti en TP? Enfer et damnation, ils sont déjà tous partis. Ah, je les aimais bien, moi, les gens du vendredi à 11h. Ah, ouf, bon. Ah, ah, merci. Bon, vous êtes deux, c'est cool. Alors, ici, donc, on va juste insister sur à quoi ça sert en microscopie, donc de manière pratique. Ça, c'est important pour nous. Ben, déjà, parce que souvent, vous allez utiliser plusieurs fluorophores. C'est-à-dire que vous allez vouloir, ou fluorochrome, c'est-à-dire que vous allez vouloir. Alors, je ne fais pas la différence là entre fluorophore et fluorochrome. Je vous mettrai peut-être des explications supplémentaires là-dessus. Il faut juste que je me mette d'accord avec Frédéric Rémazy, mais grosso modo, en général, un fluorophore, c'est une molécule qui émet de la fluorescence, peu importe cette molécule, donc elle émet de la fluorescence, un fluorophore. Le fluorochrome, nous, c'est une molécule qui émet de la fluorescence, qui va nous servir à marquer une structure particulière. Mais pour l'instant, ne distinguez pas fluorophore et fluorochrome. Si je ne vous envoie pas de fiche particulière, pour nous, ça sera synonyme. Dans les deux cas, et ça sera tout le temps vrai, c'est une molécule qui peut émettre de la fluorescence. Donc, si vous voulez observer deux structures différentes, je ne sais pas moi, le noyau et le réticulum endoplasmique, et que vous utilisez un fluorophore pour marquer l'un et un fluorophore pour marquer l'autre, si vos deux fluorophores émettent à la même longueur d'onde, vous allez voir la même lumière. Vous ne distinguerez pas les deux structures. C'est important d'utiliser deux fluorophores qui sont compatibles quand on veut faire des marquages, c'est-à-dire quand on veut marquer plusieurs structures. Si les deux ont la même émission, vous verrez dans la même couleur les deux structures. Donc, ça ne sera pas très intéressant pour vous parce que vous n'arriverez pas à les distinguer. Deuxièmement, le diagramme de Stokes, il vous aide à bien choisir les sources lumineuses et filtres du microscope. Alors, ça veut dire quoi ça? Ici, on a défini le spectre d'absorption. On a dit c'est à 495 nanomètres qu'il absorbe le mieux ce fluorophore. Donc nous, on va vouloir l'exciter à 495 nanomètres. Comment vous excitez un fluorophore? Il faut lui envoyer une lumière qui a 495 nanomètres. Ça veut dire que vous avez une lampe ou un laser qui peut envoyer une lumière de longueur d'onde au moins de 495 nanomètres. Donc il faut que votre microscope il soit équipé de la bonne source lumineuse pour pouvoir exciter ce fluorophore. De la même manière, ici, vous voulez récupérer, vous, principalement, lumière à 520 nanomètres. Vous vous en moquez ici, à 600, c'est trop faible. Vous voulez récupérer le pic. Récupérer cette lumière, il va donc falloir utiliser ce qu'on appelle un filtre pour récupérer que cette lumière-là et pas toute celle qui est à côté, qui vous intéresse moins et qui est beaucoup plus faible. Donc ici, il faut avoir la bonne lampe, excitée au bon endroit. Ici, il faut avoir le bon filtre pour récupérer la bonne lumière. Alors, bien sûr, dans la plupart des cas, vous aurez un microscope dans le laboratoire et ce sera à vous de vous adapter aux sources lumineuses et aux filtres du microscope.
vous choisirez un fluorophore qui est adapté à ce que vous avez comme matériel. Donc c'est ce qu'on va illustrer, dans le dernier exercice, qui va, appliquer en fait ces notions-là. Dans ce dernier exercice, on vous dit qu'on prend des cellules, qu'on appelle les PTK2, qui sont intéressantes parce que, elles ont, peu de chromosomes et ces chromosomes sont particulièrement grands. Donc, ouais, ils sont plus grands que ceux des humains et des autres animaux. Donc ces cellules PTK2, elles ont été, établies à partir, de tissu rénal, donc issu de rein, du tridactyle Potorus mâle, en fait, qui correspond, au rat kangourou. Voilà, on va parler du rat kangourou ensemble aujourd'hui. Et donc on a des cellules donc de ce rat kangourou qui sont très intéressantes parce qu'elles présentent, peu et chromosomes, mais des chromosomes particulièrement grands. Et on va faire plusieurs marquages sur ces cellules. Alors on vous dit, on va utiliser différents fluorochromes, la phalloïdine, le mitotracker, Mitopro. Donc la phalloïdine, le mitotracker, Mitopro. On vous dit qu'on fait l'acquisition avec un certain nombre une certaine caméra, etc. Ça, la caméra, je ne vais pas vous en parler, c'est pas l'objet du TD. Donc la première question qu'on vous pose, et avec vos yeux de biologiste, quelle structure est mise en évidence ici, quelle structure est mise en évidence ici, et quelle structure est mise en évidence ici. Avec la phalloïdine, qu'est-ce qu'on marque? Qu'est-ce que c'est qu'on voit là, la cellule? Ouais, c'est de l'actine, effectivement. En fait, plus exactement, ce qu'on voit, c'est les microfilaments d'actine. Donc, vous voyez ici, là, vous voyez plein de microfilaments d'actine. En fait, la membrane plasmique, elle doit être à peu près ici. Et là, vous voyez plein d'actine, un réseau d'actine un peu compliqué qui est juste sous la membrane. On appelle l'actine corticale, qui est donc corticale, hein, cortex en biologie, tout ce qui est cortical, tout ce qui est cortex, c'est ce qui est périphérique. C'est-à-dire qu'il y a là, à la périphérie de la cellule, c'est donc le réseau cortical d'actine, on voit très très bien, avec la phalloïdine. La phalloïdine, c'est une molécule qui aussi a pour action de bloquer la polymérisation des microfilaments d'actine. Donc, ça permet de visualiser les microfilaments d'actine. Cette phalloïdine a couplé un fluorochrome. Ici, le mitotracker, comme son nom l'indique, permet de visualiser les mitochondries. Ouais. Donc, les mitochondries. Donc là, vous voyez des petits points qui correspondent aux petites mitochondries qu'on a déjà vu dessiner 12 milliards de fois comme des petits ovales. Mais en fait, là, vous voyez aussi ces espèces de tubules qui correspondent au réseau mitochondrial dont je vous parlais. Là, vous voyez en fait que le réseau mitochondrial, c'est beaucoup plus compliqué qu'un simple ovale dans la cellule. Vous avez déjà plein de mitochondries qui sont organisées en réseau. Vous voyez tous ces espèces de petites filaments là. Donc, en fait, c'est des tubules, hein, donc c'est un réseau, c'est plusieurs mitochondries qui sont fusionnées les unes aux autres. Là, on marque les mitochondries. Enfin, ici, avec le topro, on marque quoi? À votre avis, c'est quoi ça? Alors ouais, on marque le noyau. Alors plus exactement, le topro, c'est un marqueur de l'ADN. Donc, il va permettre de visualiser l'ADN. Comme vous savez que l'ADN est dans le noyau, vous en déduisez que là, c'est le noyau. Mais donc, ce n'est pas un marqueur directement du noyau, c'est un marqueur de l'ADN qui vous permet donc d'en déduire que le noyau est ici. Vous ne marquez pas directement l'enveloppe nucléaire, vous marquez le contenu du noyau en ADN. Exactement, vous marquez l'ADN. Vous voyez, il y a des endroits où il n'y a pas d'ADN. Donc, ça vous permet de marquer l'ADN et donc d'en déduire la localisation du noyau. Il y en a deux, du coup. Ici, en fait, ça, c'est une autre cellule. Et ici, est-ce qu'il y a deux cellules? C'est une bonne question. Non, je pense que c'est le noyau de la même cellule. Ici, c'est une autre cellule, tout à fait, qui est là. Et celui-ci, ouais, ça, c'est le noyau d'une seule cellule, qui a une forme un peu particulière. Mais on voit bien le continuum d'ADN là, donc c'est vraiment une cellule. Voilà pour les trois structures marquées par ces fluorochromes. Donc là, c'est la partie un petit peu biologie. C'est exactement ce que je viens de dire. J'ai rien de plus, promis. J'ai bridé, j'avais mis aucune information supplémentaire. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus à nos problématiques de fluorescence. Et voici ce que nous dit la figure 2. Donc, on vous dit qu'on représente les diagrammes de Stokes des trois fluorophores qui ont été utilisés pendant cette expérience. On vous dit quelles informations précieuses vous apportent ces diagrammes lors de la préparation d'un comarquage par fluorescence comme celui de la figure 1. Alors là, c'est un peu redondant avec la question de tout à l'heure, hein, puisque finalement, on vous dit à quoi sert le diagramme de Stokes quand on veut faire des co-marquages. Et ensuite, on vous demande est-ce que le présent choix était judicieux.
ces informations nous donnent ces diagrammes de Stokes, on l'a déjà dit, nous donnent le maximum d'absorption, le maximum d'émission pour chaque fluorochrome. Donc là, c'est très important. Donc, pour chaque fluorochrome, me dit combien il faut que je l'excite, quelle longueur d'onde il faut que je l'excite, quel filtre il va falloir que j'utilise pour récupérer le maximum de lumière. Ici, il faudra que j'utilise un filtre qui me permet de récolter cette lumière-là. Ici, il faudra que j'utilise une lampe qui me permette d'exciter le fluorochrome avec cette lumière-là. Et donc ça, c'est vrai pour les 3 fluorochromes. On me demande, est-ce que c'est pertinent le choix qui a été fait dans cette expérience, cette combinaison de ces 3 fluorochromes? Selon vous, est-ce que c'est pertinent? Alors, on a en partie la réponse avec ce qu'on vient de voir. Vous voulez que je réponde, monsieur? Ah bah je veux bien, ouais. Bah, du coup, oui, c'est pertinent parce que ben, vous avez déjà un peu mis la réponse, mais en soi, ils absorbent à des longueurs d'onde différentes, donc on est sûr de ne pas, comment dire, absorber deux fois la même chose. Je sais pas si je suis Ah, claire. alors excité, en fait, vous êtes sûr Ah de ne oui, pas exciter, voilà, oui, 2 voilà, c'est ça. fois. Ouais. Et ensuite, ils émettent aussi à des longueurs d'onde distinctes qu'on va pouvoir du coup bien séparer et du coup, c'est judicieux. Ok, donc effectivement, dans un premier temps, on peut se dire ça, et là vous avez entièrement raison, quand on regarde de Stokes, ça semble tout à fait judicieux. Après, si on regarde un peu plus en détail, vous voyez que, par exemple, je vais prendre cet exemple-là, si on prend le spectre d'émission du mitotracker, vous voyez que ici, autour de 650, il émet encore de la lumière. Et à 650, c'est quasiment le maximum d'émission du topro. Donc, si j'ai un filtre qui récupère la lumière ici du 650 pour le topro, va récupérer un petit peu de cette lumière-là. Bon, que ce sera dramatique? Non, parce que cette lumière-là, vous voyez, pour le mitotracker, elle sera assez faible. Mais filtre, par définition, vous allez voir qu'on ne récupère pas une seule longueur d'onde, on récupère un ensemble de longueurs d'onde. Donc si ce filtre est un peu trop large, je vais quand même récupérer un peu trop de fluorescence issue de l'excitation du mitotracker. Il va falloir maintenant choisir des filtres qui me permettent de récupérer vraiment des valeurs de longueur d'onde très très proches du maximum. Parce que si je suis trop éloigné, je vois que je risque de récupérer aussi de celle du mitotracker. La question se pose un peu moins entre la phalloïdine et le mitotracker, parce que vous voyez que ici, pour le maximum du mitotracker, on est vraiment très très faible en phalloïdine. L'émission de la phalloïdine est très très faible. Et elle est vraiment très faible dans une large gamme autour du maximum du mitotracker. Donc maintenant, tout l'enjeu, ça va être de bien choisir les filtres et d'utiliser des filtres qui me permettront de bien récupérer la lumière que je veux. Dans un premier temps, le choix des fluorophores est judicieux. Maintenant, il va falloir que j'ai des filtres qui me permettent quand même d'éviter ces lumières qui pourraient parasiter l'observation d'une autre fluorescence. Ici, par exemple, cette lumière du mitotracker me gênerait ici dans l'observation du signal topro. Les filtres, je vous refais un petit peu de théorie. Vous l'avez vu en partie en cours, hein. Il existait 3 types, et là, dans l'exercice, on en voit 2. Donc, je vais vous parler d'abord des 2 premiers qu'on voit dans l'exercice. Dans les noms de filtres, vous en avez 3 ici. Alors, évidemment, vous ne devez pas connaître les noms de filtres par cœur. Par contre, en regardant le nom d'un filtre, vous devez être capable de comprendre ce qu'il fait. Donc, ce que vous devez comprendre et connaître, c'est la signification de ces termes-là déjà. Longue passe, bande passe, et la signification de la valeur qui est présente dans le filtre, dans le nom du filtre. Donc, on va commencer avec les longues passes. Le filtre longue passe, par définition, laisse passer les longueurs d'onde au-dessus d'une certaine valeur. Et la valeur en question est mentionnée dans le nom du filtre. Donc un filtre longue passe, ça veut dire qu'il laissera passer toutes les longueurs d'onde au-dessus de 665 nanomètres, pour celui qui nous intéresse. Donc le chroma ET 665 IP, il va laisser passer toutes les longueurs d'onde au-dessus de 665 nanomètres. Mais il va bloquer, du coup, toutes les autres. Ça, c'est le principe des filtres dits passe haut en français, ou longue passe, en anglais. Ils vont bloquer toutes les longueurs d'onde qui sont en dessous d'une certaine valeur. Ensuite, on va utiliser ici un filtre dit band pass. Alors celui-là, il est un peu différent, et que lui, il va laisser passer des longueurs d'onde comprises entre deux valeurs. Donc vous voyez, ici, on vous illustre ça. Celles qui sont en dessous ici, elles ne passent pas. Et celles qui sont au-dessus ici, elles ne passent pas. Par contre, entre ces deux valeurs, tout passe. Comment est-ce que je connais cette bande
de longueur d'onde dans laquelle la lumière passe. Alors là, il faut utiliser les données du nom du filtre. Vous voyez qu'il va utiliser 527 nanomètres slash 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une bande de 20 nanomètres qui vont pouvoir passer autour de la valeur 527. Donc, ça laissera passer les longueurs d'onde de 517, 537. Donc 527, en fait, c'est la valeur centrale. C'est 20 nanomètres en tout qui passent de part et d'autre de ces 527. Donc ça veut dire que ce sont les longueurs d'onde entre 517 et 537 qui peuvent passer. Pour le SEMROC FF01 620, bah c'est pareil, c'est le même principe. Autour de la valeur 600, on aura plus 10 et moins 10. Donc, ça sera passé entre 590 nanomètres et 610 nanomètres. Ça va pour l'instant? Alors, il y a un troisième type de filtre qu'on ne voit pas dans l'exercice, mais qui sont les short pass, passe bas. Bah, c'est l'inverse en fait des longues passes. Eux laisseront passer toutes les longueurs d'onde en dessous d'une valeur donnée. Donc là, vous avez un short pass SP500. Vous voyez qu'il laisse passer toutes les valeurs en dessous de 500. Donc l'idée maintenant, de regarder si nos filtres qu'on a utilisés dans cette expérience étaient bien adaptés au fluorophore en question. Alors, vous savez déjà que la réponse est oui, parce que vous avez pu distinguer des objets très différents dans vos images. Sinon, on aurait eu à peu près les mêmes choses dans les différentes images. Mais on va le visualiser en superposant, du coup, les filtres, enfin les valeurs autorisées par ces filtres sur justement les diagrammes de Stokes. Donc, on reprend les diagrammes de Stokes tout à l'heure pour la phalloïdine, le MitoTracker et ToPro. Si je pose maintenant les valeurs 527,20, c'est-à-dire donc 517 à 537, c'est-à-dire de ici à ici, je vois que ça me permet de récupérer de manière très précise cette gamme de fluorescence pour la phalloïdine. De même pour le MitoTracker, je récupère cette gamme de fluorescence. À votre avis, est-ce que ce filtre-là est fait pour le MitoTracker? Bah, du coup, oui, parce qu'il absorbe pile à la longueur d'onde. Enfin, non. Du coup, ça émet pile à la longueur d'onde maximum d'émission du mésotracker. Le filtre, effectivement, laisse passer la longueur d'onde maximum du MitoTracker. Donc, il est OK puisqu'il laisse effectivement passer ce pic du MitoTracker. Donc, il est adapté effectivement au MitoTracker. Ici, pour le Chroma ET665, vous voyez aussi que la valeur pic est incluse dans le filtre. Donc, c'est bon, elle va pouvoir être récupérée. De manière intéressante, vous voyez qu'on peut aussi, du coup, récupérer tout ce qu'il y a après. Et récupérer aussi toute cette fluorescence-là. Ça ne sera pas perdu. Malheureusement, c'est que vous voyez que dans cette petite gamme-là, vous récolterez aussi un petit peu la fluorescence de celui-là, si vous faites ça simultanément. Après, on verra que, enfin, vous verrez plus tard qu'on ne fait pas les excitations simultanées de tous les fluorochromes. Donc, effectivement, ce filtre aussi vous permet de récupérer une grande partie de la fluorescence issue de ce fluorochrome. Pourquoi, à votre avis, ces filtres sont un petit peu décalés? Vous avez vu? Ils sont un tout petit peu. Celui-là, par exemple, il n'est pas centré parfaitement sur le pic. Celui-là non plus, il n'est pas centré parfaitement sur le pic. Il récupère le pic, mais pas avant. Complètement les valeurs qui sont là et qui sont quand même assez élevées aussi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on n'utilise pas finalement un filtre ici qui serait parfaitement centré sur le pic? Alors vous pourrez me répondre oui, parce qu'on n'a pas ce filtre-là. Ça, c'est une réponse, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce qu'on ne récupère pas en fait aussi toute cette fluorescence-là? Cette partie-là, en fait. Pourquoi on n'est pas centré complètement sur le pic d'émission? Est-ce que ça a un rapport avec le fait que l'excitation et l'émission se chevauchent? Je sais pas. Exact, tout à fait, ouais, c'est entièrement ça.
C'est-à-dire que tiens, il y a un point dont on ne parle pas du tout dans cet exercice, c'est l'excitation. L'excitation, on a dit tout à l'heure, le pic, il est là. Comment est-ce qu'on va pouvoir exciter à une longueur d'onde donnée? Ben, c'est avec un laser. Donc, avec un laser, on pourrait exciter à cette longueur d'onde-là, précisément, du coup, ne pas du tout, vous voyez, affecter, ou quasiment pas affecter le spectre d'émission. Mais en général, dans beaucoup de microscopes à épifluorescence, vous n'excitez pas avec un laser, c'est-à-dire avec une seule longueur d'onde, vous pouvez vous exciter avec une lampe. Et les lampes que vous utilisez, des fois, elles excitent en fait plusieurs longueurs d'onde et pas une seule longueur d'onde. Donc, si vous excitez avec une lampe et donc plusieurs longueurs d'onde, vous risquez d'envoyer une lumière qui sera en fait aussi récoltée par le filtre, donc qui affecterait la lumière émise. Autrement dit, vous récupéreriez de la lumière d'excitation dans votre émission, que vous voulez absolument pas. C'est pour ça qu'il y a ce décalage, effectivement, pour pallier en fait à cette superposition des spectres, pour être sûr qu'on excite avec une lampe, ou pour éviter, en tout cas, si on excite avec une lampe, de récolter cette lumière d'excitation. Alors, la question ne se pose pas si vous avez un laser, c'est-à-dire vous excitez une seule longueur d'onde donnée. Je répète, c'est parce qu'on utilise aussi des fois des lampes. Les lampes, elles n'excitent pas une seule longueur d'onde, mais à plusieurs longueurs d'onde en même temps. Est-ce que ça va pour ces idées-là? Ouais, ouais. Je vous rassure, j'ai bientôt fini, hein. Si vous devez partir en TP, c'est un TD assez court, hein, donc j'ai presque fini. Il reste plus qu'une question, en fait, qui était celle-ci. La réponse est en grande partie ici. Donc, on vous montre en fait ces images-là, et en fait en D, on vous dit, ben, on a fait la superposition de ces trois images. On vous dit, mais quand on regarde la figure en D, elle combine l'ensemble des trois images. Quelles remarques pouvez-vous faire que vous comparez cette figure avec la figure 2? Vous voyez que la figure 2, la phalloïdine, ici, est censée émettre une lumière verte. On est dans la gamme du vert. Ici, on est censé être dans la gamme du rouge. Ici, bon, alors, du rouge profond, j'en parle pas. Mais vous voyez que en fait, l'objet que vous voyez là, bah, il n'est pas du tout, il est pas du tout vert, et celui-là, il n'est pas du tout rouge. On est d'accord que ça, ce que vous allez voir avec une caméra couleur ou avec vos yeux, ce sera une lumière verte, effectivement. Mais lorsque l'image, vous faites l'acquisition et que vous pouvez travailler l'image, vous pouvez tout à fait passer en image non, en image non colorée, quoi, en noir et blanc, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire après ensuite en traitement d'image, souvent, va être du traitement des couleurs, et souvent, on va travailler en fausse couleur. Autrement dit, ici, l'actine, qui normalement devrait être verte, normalement, elle va être bleue. Pourquoi? Bah, parce que juste avec le logiciel de traitement d'image, eh ben, on va la rendre bleue. On change juste la valeur de la couleur. Donc ça, c'est juste du traitement d'image classique, mais je pense que vous êtes habitué au changement de couleur avec les ordinateurs aujourd'hui. Donc voilà, donc ici on a que des images en noir et blanc, et après on peut faire un traitement de chaque image pour lui donner la couleur qu'on souhaite, pour pouvoir distinguer les différents objets avec les couleurs désirées. Ah, c'est tout. Je suis même allé, du coup même hyper vite avec vous, mais au moins c'est pas plus mal si vous devez vous déplacer. Vous avez eu les mêmes infos que les autres. Si vous avez des questions, je reste connecté, ou n'hésitez pas sur le forum. Allez, je vous souhaite un bon TP et une bonne continuation. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, bon courage. Mais je suis comme vous, j'ai pas de vacances. Moi aussi, je vais réviser pendant ces vacances. Du travail. À bientôt, bon courage. Bonne journée à tous.